On a d'un côté un héros de guerre décoré, un noble respecté, et de l'autre, un père poursuivi en justice par ses propres enfants. Comment est-ce possible? Comment un homme peut-il bâtir un héritage immense pour ensuite, le voir s'effondrer? Aujourd'hui, on explore la double vie, vraiment fascinante, de François-Marie Pengouillet-Laridon, le fameux baron des contradictions. Alors imaginez un peu la scène. On est en 1858 et les frères Goncourt décrivent un homme, un dur à cuire de 76 ans, sauf qu'il en paraît 40. Toujours tiré à quatre épingles, charismatique, plein d'esprit. Bref, le portrait parfait du mondain au sommet de sa gloire. Mais, il y a un mais. Car derrière cette façade impeccable se cache une histoire beaucoup plus complexe. Une histoire de vrai déchirement. Et voilà, c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de sa vie. D'un côté, on a le personnage public, irréprochable, le héros des guerres napoléoniennes, l'intendant militaire, le baron, la classe. Et puis, de l'autre côté, la réalité privée. Et là, c'est une toute autre histoire. Des accusations, des scandales, des procès, menés par ses propres enfants. Comment un seul homme a-t-il pu mener ces deux vies en parallèle? C'est la grande question. Bon, pour essayer de comprendre ce personnage, il faut repartir du début. Faut remonter à la source de son ambition. Et tout commence par la manière dont il a construit sa carrière, et même, on va le voir, son propre nom. Alors, sa carrière militaire, franchement, ça force le respect. On ne parle pas d'une petite campagne tranquille. Non. On parle de 4 des pires moments de l'ère napoléonienne. Pensez-y une seconde. La retraite de Russie en 1812, le chaos de Dresde, la campagne de France et pour finir, Waterloo. Survivre à tout ça, ce n'était pas juste être courageux, c'était une preuve d'une résilience, mais vraiment hors du commun. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa progression. Ce n'était pas juste un soldat parmi d'autres. Il a grimpé les échelons pour atteindre un rang très élevé, celui de commissaire des guerres, et pas n'importe où, au sein de la vieille garde impériale, l'élite de l'élite. Ensuite, il est devenu sous-intendant, ce qui équivaut en gros à un lieutenant-colonel. On parle donc bien d'un homme qui a du statut, de l'autorité. Mais son ambition, elle ne s'arrêtait pas au grade militaire. Non, ça allait plus loin, ça touchait à son identité même. Le nom Pengouillet, par exemple, c'était un vieil héritage familial qui avait été un peu perdu de vue. Et quand on regarde la chronologie, c'est fou, c'est un projet qui s'étale sur des générations. Ça commence avec son arrière-grand-père au XVIIe siècle et ça se termine avec lui, François-Marie, qui en 1829 va jusqu'au tribunal pour faire corriger son acte de naissance. C'est une détermination, presque une obsession pour reconquérir ce nom. Et nous voilà arrivés au sommet de son ambition. C'est le moment où tout converge. Sa carrière militaire, son nom restauré, tout ça n'avait qu'un seul but final, la noblesse. Devenir baron. Alors, il faut être honnête, il ne partait pas de rien non plus. Son père lui avait légué une fortune colossale pour l'époque. On parle de 800 000 francs, une somme énorme. Et c'est justement ce capital qui va lui servir de tremplin pour la toute dernière étape de son ascension sociale. Et pour y arriver, il va utiliser un outil juridique bien particulier de l'époque, le majorat. Alors le majorat, qu'est-ce que c'est? En fait, le principe est assez simple, mais très puissant. On prend des terres, un domaine, et on les lie de manière indissociable à un titre de noblesse. Ce qui veut dire que le domaine ne peut plus être vendu ni divisé. C'est en quelque sorte un héritage verrouillé. Pour lui, c'était la garantie absolue que son nom, son titre, son statut, que tout ça durerait pour toujours. Et là encore, comme pour son nom, on voit à quel point il est méthodique. Sa quête du titre de baron, ce n'est pas un coup de tête, c'est un processus parfaitement légal et maîtrisé. Il suit chaque étape à la lettre. L'autorisation du roi, l'achat des terres pour constituer son fameux majorat, l'obtention des lettres patentes, et enfin, le serment. C'est vraiment l'aboutissement du projet de toute une vie. Il a atteint le sommet. Tout ce qu'il voulait, il l'a eu. Et pourtant, c'est au moment de sa retraite que les ennuis commencent vraiment. C'est là que le bel édifice qu'il a passé sa vie à construire commence à se fissurer de partout. Et la première grosse fissure, elle arrive avec son second mariage en 1844. Le baron est veuf, il a 61 ans, et il épouse Sophie Hamon, une jeune femme de 30 ans, issue de la classe ouvrière. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Au XIXe siècle, avec ses codes sociaux ultra rigides, ce n'est pas juste un mariage avec une différence d'âge, c'est un véritable scandale. C'est un noble qui épouse une ouvrière. Il défie toutes les conventions de sa classe sociale. Et sans surprise, peut-être, l'union est un désastre complet. Ça ne dure même pas un an. Au bout d'un an à peine, c'est la séparation judiciaire. Et le motif officiel est terrible pour lui, inconduite de sa part. Pour un homme qui a passé sa vie entière à se forger une réputation parfaite, c'est une humiliation publique. La première vraie tache sur son blason. Après cet échec cuisant, le front se déplace. Le conflit va maintenant l'opposer à ses propres enfants, ceux de son premier mariage. Le cœur du problème, il est résumé ici.
Il l'accuse de prodigalité. En d'autres termes, il lui reproche de jeter l'argent par les fenêtres et de dilapider le patrimoine familial, leur futur héritage. Et cette guerre familiale, elle finit où? Au tribunal, bien sûr. Ses enfants lancent 2 assauts majeurs contre lui. Premier assaut. Il demande sa mise sous tutelle, en essayant de le faire déclarer prodigue, incapable de gérer sa fortune. La justice dit non, le baron gagne. Deuxième assaut. Il tente de bloquer la vente du domaine de Morose, en rappelant que c'est un majorat, donc inaliénable. Et là encore, échec. Contre toute attente, la justice donne raison au baron. C'est lui et lui seul qui reste maître de son destin et de sa fortune. Et c'est là qu'on arrive au sommet de l'ironie. Une ironie un peu tragique même. Le baron se bat en justice pour avoir le droit de disposer de ses biens. Il gagne, et la première chose qu'il fait, il vend le domaine de Morose pour 254 000 francs. Oui, ce fameux domaine qui devait garantir son héritage pour les générations futures. Ce majorat qu'il avait créé pour être éternel, il le démantèle lui-même. En un instant, l'homme qui a tout construit devient celui qui démolit tout. Alors comment on fait pour réconcilier tout ça, le soldat, le baron, le patriarche en guerre contre ses enfants? Pour essayer de comprendre, revenons à notre point de départ, à ce portrait des frères Goncourt, mais cette fois avec toute l'histoire en tête. On le revoit, ce dur à cuire de 76 ans, ce conteur brillant qui captive son auditoire avec des anecdotes sur l'Empire, sauf que maintenant, on n'est plus dupe. Derrière la façade impeccable, on devine les lettres d'avocat, on entend presque les disputes de famille, on sent l'amertume qui doit se cacher derrière le sourire du bon vivant. L'homme public et l'homme privé, qui semblaient si différents, se rejoignent enfin. Alors au final, qui était le vrai baron? Est-ce que c'était le héros charismatique, qui estimait avoir le droit de profiter de la vie qu'il s'était lui-même construite? Ou bien était-ce un patriarche blessé, imprudent, qui, dans un dernier geste de défi, ou peut-être de désespoir, a préféré détruire son propre héritage plutôt que de le laisser à des enfants avec qui il était en rupture totale? La question reste ouverte, et la réponse, finalement, est sans doute aussi complexe et pleine de contradictions que l'homme lui-même.